On va attendre 2 minutes les retardataires et ensuite on démarrera et les élus qui arriveraient, donc prendront un coup en fonction du dossier démarré. Ça va comme ça, ça ne gêne pas? Ok. Ah, je sais pas. Je t'expliquerai quelque chose. Je sais pas. Il n'est pas arrivé non plus. Christiane, tu peux m'appeler Adeline Monique Barthès, s'il te plaît? Adeline Monique. Ah, je n'avais pas vu, ok. Et donc Adeline. Ouais. Hein? D'accord. Donc Adeline arrive là déjà, donc on débutera et puis il manquera qu'un élu, il prendra un cours de route. Bien entendu, donc pour les élus, quand vous aurez une intervention, si ça va mieux, vous pourrez baisser le masque le temps de l'intervention. Il n'y a pas de problème, parce que quand on porte des lunettes, c'est difficile de prendre la respiration et de ne pas avoir de buée sur la lunette. Voilà. Je vous dis, Adeline arrive. Et on va faire comme ça. On fait comme ça, on prend les gens quand ils arrivent. Oui. Je ne sais pas. Oui. Si on peut, oui. Je ne sais pas.
Bien, je vais vous répondre. Donc, avant de débuter l'appel, je vous informe de la montée dans le conseil municipal d'une élue du groupe minoritaire à la personne de Madame Ferreira, à qui nous souhaitons la bienvenue ce soir. Donc, je vais commencer l'appel. Donc, Fourcade présent, Madame Font. Monsieur Hernandez, il prendra en cours de route. Je ne sais pas ce qui se passe. Madame Monnier. Monsieur Jonca. Madame Labbé. Monsieur Avila, qui donne en procuration à Monsieur Hernandez. Madame Bagnouls, qui donne procuration à Madame Barthès. Monsieur Marco. Madame Coste, qui donne procuration à Madame Font. Monsieur Martinez. Monsieur Albafouille. Monsieur Lictevou. Madame Jourdan. Monsieur Moulinet-Luc, qui donne procuration à Christiane Monnier. Madame Coculé. Madame Barthès. Monsieur Fournet, qui donne procuration à Monsieur Jonca. Madame Carrère, absente. Monsieur Gallego. Madame Albafouille. Monsieur Banet. Madame Ferreira. Donc, je vous propose, le quorum étant atteint, de nommer comme secrétaire de séance Madame Christiane Monnier. Donc, pour répondre à votre question initiale, comme on ne le sait pas, mais de toute façon, le conseil municipal est entièrement sous vidéo. Donc, cette fois-ci, si vous voulez récupérer, bien entendu, c'est public après, donc il n'y a pas de souci. Et on aura après la réponse pour le prochain, je saurai vous répondre. Voilà. Donc, je vous informe également que le dossier numéro 1 est reporté au prochain conseil municipal. Donc, le premier dossier, c'est l'adoption du procès-verbal du 7 décembre. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Le conseil municipal précédent. Des demandes de renseignements ou autre. Donc, on le déclare comme adopté. Donc, ensuite, le deuxième dossier, c'est le compte rendu de décision du maire prise en application des articles 21, 22-22 et 23 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des interventions? Monsieur Gallego, vous demandez le micro? Non, demandez le micro d'abord. Quand je vous le donne. Je vais vous le dire. Vous pouvez y aller. Mais je vais vous le redonner. Voilà, là vous l'avez. Là, ça marche. Donc, comme d'habitude, on reçoit le dossier de séance en même temps que débute le conseil municipal. Donc, on n'a pas trop le temps de lire les décisions que vous prenez, et Dieu sait s'il y en a cette fois-ci. J'ai eu le temps, grâce au retard qu'on a pris pour commencer, de parcourir ces décisions. Et je me suis rendu compte que ces décisions, par rapport à ce qu'on va voter ce soir en ordre du jour du Conseil, sont vraiment beaucoup plus importantes au niveau des dépenses financières. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, il y en a un paquet, il y en a 2 pages. Mais je tiens à souligner quelque chose qui correspond à ce qu'on va voir tout à l'heure. Des marchés de travaux donc conclus sans aucun consentement du conseil municipal, et vous avez le droit, tant mieux pour vous. Par contre, il y a les fameux honoraires que vous commencez à distribuer pour justement le contournement du lotissement Le Village. Donc vous avez déjà fait des études de sol, je crois. Vous avez sollicité le bureau d'études de BTEC, etc. Donc ceci, comme on va en parler tout à l'heure, je fais fi de mes réflexions, je vous les donnerai tout à l'heure. Par contre, je vois, et je ferai le total à la maison, parce que là, je n'ai pas le temps et je n'ai pas de machine à calculer, de toutes les dépenses que vous avez mises dans vos décisions. Je pense qu'à ce rythme, les caisses de la commune vont s'appauvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur l'ordre du jour, il n'y a rien, c'est des choses qui ont très peu d'importance par rapport à ça. Donc je voulais le signaler, tant pis, on ne peut pas en discuter, c'est trop long à faire, mais je tenais à faire la remarque. Donc nous, on va voter contre, certainement, parce qu'il y a trop de choses, et après, on verra pour le reste. Voilà.
Il n'y a pas de vote pour les décisions. Mais non, mais c'est pas grave. J'ai donné, mon opinion, voilà, c'est tout. Je tenais à le dire au niveau de tous les conseillers. Donc, ce que je tenais à vous répondre, c'est qu'en fait, vous dites que vous êtes informé au dernier moment. Je vous rappelle que dans le cadre et de la strate de notre commune, on n'est pas obligé de donner ces informations. Seule la convocation pourrait vous parvenir. Mais nous faisons en sorte de vous donner des éléments. Effectivement, donc, il y a parfois les éléments qui peuvent paraître succincts. Je l'entends, sauf que vous en êtes donc le concerné. C'est quand là, on fait donc... On vous donne une information 3, 4 ou 5 jours avant, donc avant le conseil municipal, 3 jours pour nous, mais ça pourrait être 5 pour d'autres communes. Quand on vous donne l'information, eh bien, vous faites donc, vous avez un devoir de réserve vis-à-vis de cette assemblée qui n'a pas délibéré, et vous vous permettez d'aller voir les gens concernés par cette délibération dans le village. Vous l'avez fait pour le CTM déjà. D'accord? Et vous l'avez fait pour d'autres choses, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle on donne plus que ce qui est prévu par la loi, mais on le fait de cette façon-là. Non, mais on ne vous demande pas de répondre, monsieur. Vous avez expliqué, je vous donne la version officielle. Voilà. Donc, nous allons passer donc, au dossier, donc, le premier dossier du conseil municipal, qui concerne, c'est l'ordre du jour numéro 2, que je vais donc c'est Luc Hernandez qui devrait le présenter. Il n'est pas là, donc je vais le présenter. Donc, c'est l'acquisition d'une partie des parcelles cadastrées section D728 et D729, afin de résoudre les problèmes inhérents existants depuis toujours sur le lotissement du village, qui s'est construit à proximité du collège du fait du déplacement de l'école primaire privée sur ce site. Il est nécessaire de réaliser une desserte de contournement. Afin de mener à bien ce projet, la commune pourrait se porter acquéreuse d'environ 4100 m² des parcelles D728 et D729, situées au lieu-dit l'Enclos. Les parcelles se trouvent en zone N et UB du plan local d'urbanisme. Le prix d'acquisition est fixé à 4 € le mètre carré. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir ces parcelles. Les frais de notaire et frais annexes seront à la charge de la commune. Donc, le conseil municipal décide-t-il d'approuver l'acquisition d'environ 4100 m² des parcelles cadastrées D728 et D729, situées au lieu-dit l'Enclos, pour la création d'une parcelle voirie au prix de 4 € le mètre carré, d'autoriser monsieur le maire à signer le compromis de l'acte authentique de vente qui seront dressés donc, par l'étude notaire de maître Remarque Rodolphe, 1 rue Pierre-Marie Curie à Rivesaltes, et toute pièce relative à ce dossier, et de préciser que la dépense liée à l'exécution de la présente délibération sera inscrite au budget principal de la commune. Voilà donc pour le rapport. Y a-t-il une intervention? Monsieur Gallego, demandez le micro. Je vais vous le donner, attendez. Allez-y. Excusez-moi tout à l'heure, je n'ai pas dit bonsoir à l'Assemblée, donc je le fais maintenant. Donc, comme vous l'avez bien compris, l'acquisition de ces parties de parcelles servira à la réalisation d'une route permettant le contournement du lotissement du village. Donc, après avoir offert 290 000 € pour faciliter la construction de l'école privée, acquisition de la municipalité des vieux bâtiments du Sacré-Cœur, aujourd'hui, la mairie, donc nous, les contribuables, nous allons leur aménager une route desserte particulière qui va coûter une fortune. Monsieur le maire n'a pas été capable de trouver une autre solution pour résoudre le problème de circulation des bus et des voitures dans les rues du lotissement du village. Il déplace le problème, car, outre l'énorme dépense pour les travaux, la réalisation de cette route va perturber le mode de vie des riverains dont les jardins d'agrément sont attenants à cette route. Ce sont des lieux privés qu'ils apprécient et vont être très dérangés. Outre les bus et les voitures particulières qui circulent actuellement dans le lotissement, il faudra y ajouter les nombreux véhicules des parents d'élèves de la nouvelle école. Ce contournement, je vais plaisanter un peu, deviendra le petit périphérique d'Espirard de la Glie. Mais monsieur le maire ferait mieux, avant de réaliser des nouvelles infrastructures routières à des fins privées et non prévues, de s'occuper de refaire le revêtement de nombreuses rues et placettes du village qui sont depuis longtemps dans un état lamentable, état indigne d'un village de notre strate, un mot que vous appréciez beaucoup, monsieur le maire. Ces travaux, il les avait promis il y a bientôt 17 ans, c'est-à-dire les travaux de réfection des rues. Et
tout au début de son premier mandat. Ce n'est pas encore fait. Il vous reste une minute. Actuellement, les problèmes de circulation du collège seulement sont très difficiles à gérer. Y ajouter l'activité de circulation d'une nouvelle école rend ces conditions presque impossibles à résoudre. Heureusement, 2 solutions existent pourtant. Elles ne causeront pas de désagréments aux habitants du lotissement du village et surtout, elles ne nécessiteront pas autant de dépenses publiques. 30 secondes. Pour les trouver, il aurait suffi d'une réflexion coordonnée entre les intervenants, c'est-à-dire le collège, la mairie, les habitants du lotissement et la rue du Pont, et ainsi que les responsables des compagnies de transport. Donc, comme j'ai encore peut-être 10 secondes, monsieur le maire, 17 secondes, bon, je tiens à dire que la prochaine fois, j'amènerai mon propre chronomètre, au moins je saurai où j'en suis. Parce que quand vous me parlez, vous m'interrompez. Heureusement que je l'ai écrit, sinon vous me coupez la parole, et comme je ne suis pas habitué, donc voilà, je tenais à le dire aussi également. J'ai terminé. Non, s'il vous plaît. Je vais vous laisser la parole après. Vous avez terminé, donc voilà. Donc, je suis un peu surpris de ce que j'entends. Ou alors, vous ne connaissez pas la vie d'Espira de l'Agly. Je rappelle que le projet de desserte date de 1995. Pas de maintenant, pas de l'équipe de maintenant, de 1995. Que tous les riverains du lotissement Le Village savaient très bien qu'il y avait une desserte qui était prévue. Nous avons fait les acquisitions à l'époque. Ça ne se fait pas par là, mais à cette époque-là, pour déboucher à l'endroit où nous allons déboucher. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne vous demande pas d'intervenir, monsieur. La deuxième des choses, elle est la suivante, c'est que les voiries, depuis 2016, elles sont transférées à la communauté urbaine. Vous dites que ça va coûter de l'argent aux contribuables, c'est faux, ça coûtera 0 aux contribuables d'Espira de l'Agly. J'ai bien dit 0. C'est la communauté urbaine qui le finance. Ce n'est pas le budget municipal, mais c'est prévu déjà dans le budget. Non. Ne répondez pas, monsieur. Enfin, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Gallego? Vous dites que je vous coupe la parole, je vous donne juste le timing. Et vous me coupez la parole comme à chaque conseil municipal. Je vous ai écouté, j'essaie de vous répondre, lucidement si c'est possible. Donc je rappelle que cette voirie est financée par la communauté urbaine. Quand la communauté urbaine, depuis 2016, et on ne savait pas qu'on passerait en communauté urbaine, la voirie a été transférée et que nous avons une part de 170 000 € TTC par an à mettre dans nos voiries. Alors je suis un peu surpris parce qu'apparemment vous ne vivez pas trop au village, parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de voirie, c'est des kilomètres de voirie qui ont été faits à Espira de l'Agly depuis 2014. Je suis un peu surpris de cela. Tout ne se fait pas, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en 8 jours. Et pour autant, tous les ans, on fait des programmations voirie, tous les ans. Et si vous regardez ce qui a été réalisé, vous constateriez, vous qui dites donc suivre les finances, et ça vous inquiète, et je l'entends, mais nous aussi, ne vous inquiétez pas pour cela. Je vous informe que nous votons régulièrement donc, des fonds de concours communaux pour faire le linéaire de voirie nécessaire. Ce que nous avons fait sur le mandat précédent, c'est que nous avons fait par rapport à l'opération Bourg-Centre, qui est subventionnée à 74% par rapport au reconditionnement du centre-bourg, c'est-à-dire de la place de la République jusqu'en haut ici. Nous avons fait beaucoup de travaux qui étaient ciblés là-dessus. Et ensuite, la deuxième des choses, il y avait 2 dessertes. L'avenue Pipe, qui est en train de se réaliser, et le collège, parce que l'école du Sacré-Cœur, c'est une affaire privée. Ils ont décidé d'aller s'installer là-bas. Donc, on avait des problèmes de stationnement là-bas. Ce n'est pas pour les mettre donc, au lotissement du village. Donc, nous allons faire en sorte de faire une réglementation, puisque, vous l'avez entendu, vous étiez intervenu en conseil municipal. Nous refaisons donc tout le plan de circulation de la ville. Nous avons nommé un bureau d'études pour cela. Et en ce sens, on fera en sorte, justement, que tous ces bus, tous les camions de messagerie qui viennent livrer au collège ou à l'école privée de même primaire et maternelle ne passeront plus dans le lotissement du village. Et ensuite, deuxièmement, pour les parents, il y aura donc un stationnement qui sera prévu dans le parking, le temps de rentrer et de repartir par la desserte. Je ne vois pas l'intérêt de passer par le lotissement du village, ça leur compliquera la vie pour entrer dans le parking. Donc il sera plus simple de rentrer par le parking qu'à l'entrée et ils ressortent directement. Mais ça, on aura la police municipale au fil des jours et nos riverains d'Espira de l'Agly qui habitent le lotissement du village pour regarder comment ça peut s'arranger. Mais pour autant, ça va largement faciliter, je dis bien, la vie des riverains du lotissement du village. Et pour terminer, vous avez dit qu'on avait fait un cadeau financier donc, à l'école du Sacré-Cœur. Je vous ai déjà répondu là-dessus.
il était prévu par les domaines, parce que c'est les domaines qui chiffrent les choses, 310 000. L'école du Sacré-Cœur voulait 300 000 et nous avons négocié à 290 000 euros. D'accord ? Et je trouve, pour la profession que vous exercez, vous êtes un sacré aménageur du village, vous. Et bien, plutôt que d'avoir des lotissements, en fait, des immeubles dans ce terrain en plein centre-ville, on va faire en sorte de discuter tous ensemble, dans Espira 2040, de l'aménagement que nous y ferons. Voilà, j'ai terminé. Donc on va passer à M. Vanet, excusez-moi. Prenez le micro. Vous appuyez une fois, c'est bon. Vous pouvez y aller. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout d'abord, monsieur le maire, en 1995, ce que vous dites, c'est faux, parce que moi j'ai construit en 1995, il n'était jamais marqué sur les papiers de notaire ou quoi que ce soit qu'il y avait une route qui allait desservir derrière. 1. 2, ça ne fait pas depuis 1995, ça fait depuis 2010 ou 2012. C'est Madame Monnier qui a fait venir les bus dans le lotissement, sans demander rien à personne sous le mandat de M. Bill. Ça, il faut que ça soit clair. Troisièmement, là, on parle de faire une route pour une école privée. Vous l'avez dit, ça va nous coûter 0, je l'espère. Parce que c'est hors de question que la population paye pour une école privée. Je récolte le privé, ma fille y était, d'accord ? C'est hors de question que les gens d'Espira payent pour une route qui va coûter quand même peut-être 250 000 euros, si ce n'est pas plus. Deuxièmement, il y a tous les murs, ils sont classés monuments historiques. Vous devrez peut-être vous renseigner, parce que vous dites que vous connaissez le village. Je pense que vous ne le connaissez pas, le village. Vous n'userez pas les semelles dans le village, je vous le dis clair. D'accord ? Et troisièmement, est-ce que vous avez fait toutes les études possibles ? Parce qu'on peut faire d'autres solutions. On peut passer par le passage à gué, faire la route. Il y a rehausser le passage à gué. Ça servira à tous les gens d'Espira de passer pour faire ce traverse. On pourrait l'aménager. Prendre un morceau à des endroits qui sont un peu étroits, de les élargir. Un bus, ça fait 2,55 m. Donc déjà, je vous assure que l'ouverture en face Kerdoukli, il faut la faire grande, hein, sinon ça ne passera pas. Hein, parce qu'un bus, ça balaye, monsieur le maire. Hein. Donc si vous ne voulez pas que les grillages s'en aillent, il faut vraiment faire grand. Là, il y a un ruisseau, il y a un souterrain, parce que peut-être que vous ne le savez pas, vous n'y êtes même pas allé voir. Je suis sûr et certain, vous n'y êtes même pas allé. Comme vous ne sortez pas dans le village, vous ne pouvez pas le savoir. Non, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution de rehausser le passage à gué, de faire un tout droit et de revenir sur la route blanche? C'est droit. Il faut juste peut-être agrandir un petit peu, et ça n'embêterait personne. La chaussée, elle est faite déjà. Ça coûterait peut-être moins cher que de faire contourner, de passer derrière des maisons des gens qui ont des piscines et tout ce qui s'ensuit, qui sont tranquilles, et qui vont avoir du jour au lendemain tous les bus passer, parce que là, vous n'en aurez pas 4, là. Là, ça va aller à 2 personnes par bus, ça va être l'orgie. Hein. Il y en aura 12 comme une fois. Et, pendant une année, il y en avait 12. Et sans compter les minibus, les voitures, les parents. Si après, ça sert que pour l'école, c'est ridicule. C'est ridicule. Vous avez terminé ? J'ai terminé. Voilà, donc je vais essayer de vous répondre, parce que je ne connaissais pas les questions. Alors, bien évidemment que les projets de route que vous avez évoqués, nous y avons pensé, bien évidemment. Parce que, comme vous le savez, donc, il y a une antenne qui est faite donc, avec un portail qui a été fait en 1995, c'est à cette époque-là qu'on a prévu cette voirie, donc, pour faire le gymnase qui a été construit après derrière. D'accord ? Donc on a prévu la route blanche, sauf que la route blanche, c'est un chemin communal, et que la structure de la route ne permet pas aux bus de passer. D'accord ? Donc ça, il y a déjà le linéaire, il faudrait refaire toute la voirie, mais il faut refaire tout le corps de chaussée. Donc ce n'est pas 199 000 euros que ça coûterait. 250 000 euros, 500 000 euros, c'est des millions d'euros. Et refaire un passage à gué, déjà, on n'aura pas l'autorisation parce que le SMBVA et l'État ne nous donneront pas l'autorisation. Mais pour autant, si on fait un ouvrage d'art, l'ouvrage d'art, c'est 1,5 million de plus. Donc je pense que pour le contribuable, l'opération que nous proposons est la meilleure. Ensuite, vous avez parlé des bus. Des bus en 2014, j'ai fait un arrêté pour bloquer, parce qu'au départ, il y avait 12 ou 14 bus qui arrivaient. J'ai reçu tous les parents, y compris les parents qui n'étaient pas du village, mais qui avaient leurs enfants ici, en leur expliquant que nous, on ne supporterait pas plus de 3 bus, plus celui du couvent, c'est-à-dire 4 bus. Et depuis, c'est 4, 5 bus, ça arrive, mais pas plus par jour. Ensuite, vous nous parlez d'avoir mis les bus qui traversent le lotissement du village. Mais je me souviens, vous habitiez cet endroit-là,
vous alliez allègrement, vous le preniez pendant votre durée de travail, mais ça vous allait bien aussi pendant les pauses, d'amener le bus là-bas, de le garer à côté de chez vous et de faire votre pause chez vous. Monsieur, je ne vous demande pas de vous répondre, je vous laisse parler, vous avez parlé allègrement, laissez-moi exprimer les choses. D'accord? Stop. Stop. Je vous réponds à vos questions ou aux affirmations qui sont erronées. Voilà, donc il y a d'autres interventions. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Dans les 4 du groupe d'opposition. Et donc à la majorité, qui s'abstient déjà, pardon. Personne, donc à la majorité, le dossier est approuvé. Monsieur Banet, taisez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Banet, taisez-vous, s'il vous plaît. Je vous dis de vous taire, vous n'avez pas la parole. Je vous demande... Non, mais le débat, vous êtes exprimé, je me suis exprimé. Je vous demande de vous taire. D'accord? Dans l'ordre du jour numéro 3, c'est l'approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges financières CLET de Perpignan Méditerranée Métropole que je vais vous présenter. Au moins une fois par an, la Commission locale d'évaluation des charges transférées se réunit afin d'apporter les modifications financières en plus ou moins pour changement de périmètre transféré que pourrait apporter une commune membre. Nous sommes 36 communes à la communauté urbaine. Pour Espira, il n'y a aucun changement. Notre montant d'AC sera toujours de 370 000 €. Donc le conseil municipal décide-t-il d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées CLET, le rapport de Perpignan Méditerranée Métropole, du 7 décembre 2021, et d'autoriser Monsieur le maire à ratifier tout document en ce sens. Des interventions? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 4 qui sera présenté par Madame Monnier, à qui je cède la parole. Demande le micro. Christiane, demande le micro. Attends. Hein. Tu peux y aller. C'est bon? Oui. Ordre du jour numéro 4. Convention avec le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour la mise à disposition d'un défibrillateur. En 2007, l'Assemblée départementale lançait une procédure de mise à disposition gratuite de défibrillateurs semi-automatiques et de coffrets au bénéfice des communes et des organismes publics du département. La commission permanente du Conseil départemental s'est prononcée le 25 novembre 2021 en faveur du maintien de ce dispositif. Il est donc proposé d'établir une nouvelle convention d'une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2025. Le département s'engageant à fournir gratuitement à la commune qui l'accepte les appareils suivants: un défibrillateur externe semi-automatique répondant aux caractéristiques définies à l'article R 6311-14 du Code de la santé publique, un coffret destiné à abriter l'appareil, un registre de contrôle opérationnel du défibrillateur. La convention est annexée à la présente délibération. Le conseil municipal décide-t-il d'approuver la convention avec le conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour la mise à disposition de défibrillateurs, de donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer la convention à intervenir et toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci Christiane. Des interventions? Donc pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 5, présenté par Madame Labbé, à qui je cède la parole. Attends, hein. Tu peux y aller. L'approbation des règlements intérieurs de l'accueil de loisirs périscolaires et de l'accueil de loisirs sans hébergement. Donc, je ne vais pas vous lire tous les 2 règlements intérieurs que l'on connaît déjà. Vous avez donc en fluo jaune ce qui change, donc à savoir quelques termes qui précisent les règles de fonctionnement et un préambule donc qui a été rajouté avec l'identité du gestionnaire qui est donc la commune d'Espira de l'Agly. Les membres du conseil municipal sont informés que la commune a mis en place donc depuis septembre 2017 un accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires afin d'une part de proposer une offre qualitative pour les familles sur les temps périscolaires.
Ce projet a également été construit dans un souci de ne pas financièrement pénaliser les familles. L'accueil de loisirs périscolaires, l'ALP, donc, est un service proposé aux familles en lien avec l'école. Il n'a pas de personnalité morale, il est donc sous la responsabilité de la commune. C'est un accueil de loisirs fonctionnant dans l'école le matin, le midi et le soir. Il a une structure éducative habilitée pour accueillir de manière habituelle et collective des enfants pour des activités de loisirs. Cette habilitation est accordée et contrôlée, fonctionnement pédagogique, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et soumise donc à l'avis de la PMI, la protection maternelle et infantile, pour les moins de 6 ans. Également, l'accueil de loisirs sans hébergement, l'ALSH, permet aux familles de disposer d'une structure d'accueil pour les enfants pendant les temps extrascolaires, mercredis et vacances. C'est un service municipal qui propose des loisirs éducatifs, des projets et des activités pédagogiques. Et il accueille donc les enfants à partir de 3 ans révolus et à jour des vaccinations. Les règlements intérieurs prévoient les modalités d'inscription, la tarification, les périodes et modalités d'accueil, les règles de vie et discipline, l'organisation des locaux et du personnel. Jusque-là, donc, rien ne change. Considérant qu'il y a lieu de procéder à quelques modifications de ces règlements que je vous ai cités, donc, le conseil municipal décide-t-il d'approuver les termes des règlements intérieurs qui précisent les règles de fonctionnement des centres de loisirs et des accueils périscolaires annexés à ce dossier, de préciser que le règlement intérieur sera communiqué à toutes les familles lors de l'inscription des enfants aux activités périscolaires et aux centres de loisirs, de dire que les règlements intérieurs entreront en vigueur à compter du 1er mars 2022, de dire que les règlements intérieurs ALP et ALSH maternelle et primaire sont abrogés et remplacés par ceux-ci, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les règlements intérieurs à intervenir et toute pièce se rapportant à ce dossier. Merci. Des interventions? Donc, pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 6, validation de l'organigramme des services municipaux que je vais présenter. Une réflexion sur l'organisation des services municipaux a été menée dans un souci de modernisation et de simplification qui a abouti au projet d'organigramme ci annexé. Ce projet a été examiné par le comité technique du 30 novembre 2021 qui a émis un avis favorable. Vu l'avis du comité technique en date du 30 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouvel organigramme des services de la commune d'Espira-de-l'Agly. Le conseil municipal décide-t-il d'approuver le nouvel organigramme des services de la commune d'Espira-de-l'Agly? Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 7, présenté par Madame Font. Ordre du jour 7. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions suggestion, expertise, engagement professionnel, le RIFSEP, avec versement de l'IFSE et du CIA, modification numéro 3 apportée à la délibération du 19 décembre 2017. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que, par délibération en date du 19 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé la mise en place du RIFSEP à compter du 1er janvier 2018. Par délibération en date du 14 juin 2019, il était apporté une première modification de la délibération du 19 décembre 2017 afin de modifier les montants minimum et maximum par groupe de fonctions. Une seconde modification intervenait le 8 septembre 2020 afin d'intégrer les grades de médecins. Il est précisé que des ajustements s'avèrent nécessaires afin d'intégrer de nouveaux grades et pour revoir les montants minimums pour certains grades afin d'apporter plus de cohérence avec ceux pratiqués par la collectivité. Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du centre de gestion en date du 9 décembre 2021, il est proposé d'apporter les modifications suivantes. Modification numéro 3. Détermination des montants minimum et maximum par groupe de fonctions pour l'intégration du grade d'ingénieur territorial. Donc le changement sur la catégorie A, on a ajouté donc un ingénieur territorial, le DST, avec le montant minimum et maximum. Les changements catégorie B. Sur le groupe 1 et 2, nous avons changé le minimum et maximum des montants.
Sur la catégorie C, il y a eu changement sur le groupe numéro 1, sur le montant minimum. Le reste est identique. Pour les médecins, le régime indemnitaire est applicable aux titulaires comme aux agents de contractuels de droit public. De même, les conditions d'attribution du CIA sont identiques à celles des autres grades pour les médecins titulaires ou contractuels. Le reste de la délibération du 19 décembre 2017, modifiée par la délibération du 14 juin 2019, puis par délibération en date du 8 septembre 2020, demeure inchangée, notamment ce qui concerne la détermination des groupes de fonctions, les modalités d'attribution de l'IFSE et du CIA, les modalités et conditions de versement, les grades auxquels il s'applique et les critères d'évaluation à prendre en compte pour la détermination des montants applicables à chaque agent. Le conseil municipal décide-t-il d'accepter les modifications à apporter aux délibérations en date donc du 19 décembre 2017, 14 juin 2019 et 8 septembre 2020 en ce qui concerne les montants annuels minimum et maximum et l'intégration de nouveaux grades, de dire que les autres termes de la Convention demeurent inchangés, de dire que les crédits relatifs aux 10 régimes indemnitaires seront inscrits au budget, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à toute formalité afférente à cette affaire. Merci. Merci. Des interventions? Donc pas d'intervention, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez? Oui. D'accord, donc à l'unanimité, merci. Le dossier numéro 8, donc, toujours présenté par Madame Font. Donc, je vais prendre Pardon. Ordre du jour 8. L'aménagement intérieur de la médiathèque et du centre culturel, approbation du plan de financement prévisionnel. Le conseil municipal est informé que suite aux travaux de création d'une médiathèque et d'un centre culturel, il y a lieu désormais de procéder à l'aménagement intérieur du bâtiment. Cet aménagement consiste à acquérir le mobilier nécessaire aux structures, donc tout ce qui est assises, tables, rayonnage, etc., acquérir le fonds documentaire, acquérir le matériel de sonorisation de la structure et informatiser la structure. Le coût total de l'opération s'élèverait à la somme de 541 811,81 € et plus précisément, donc pour le mobilier, 270 523 €, le fonds documentaire, 161 790 €, sonorisation et aménagement scénique, 109 503 €. Le total, 541 817,81 €. Les subventions sollicitées seraient les suivantes. Pour le mobilier et l'aménagement scénique, donc par la DRAC, 84 377 €. Le conseil départemental, 28 000 €. Le conseil général, 27 375 €. La DETR, 95 332 €. Pour le fonds documentaire, la DRAC, 80 895 €. Et le conseil départemental, 4 200 €, avec un total donc, de subventions sollicitées, 320 180,81 €. L'autofinancement s'élèverait à 221 637 €. Le conseil municipal décide-t-il d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus exposé pour l'aménagement de la médiathèque, de dire que les demandes de financement seront effectuées par le maire et que les consultations engagées dans le cadre des délibérations consenties par délibéré en date du 7 décembre 2020, de dire que toute subvention complémentaire possible viendra en déduction de l'autofinancement communal ou que tout refus viendra augmenter la part d'autofinancement de la commune. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Gallego. Vous avez le micro. Bien. Donc, nous nous rendons compte que dans les dépenses de la réalisation du centre culturel et de la médiathèque, les aménagements intérieurs n'étaient pas prévus. C'est drôle, ça. On ne prévoit pas les aménagements intérieurs dans un budget. Bien. Les aménagements, Madame Font vient de les détailler, donc je ne vais pas le faire. Donc, la modique somme prévisionnelle, c'est une prévision, attention, ça peut être moins, mais ça peut être plus aussi, hein, est accompagnée de ces hypothétiques subventions de 293 000 €. Hein, tout cela vient s'ajouter à la dépense pharaonique de la construction du grand bâtiment.
Je pense qu'en même temps, maintenant qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des travaux d'aménagement intérieur à faire, vous auriez pu communiquer les dépenses de fonctionnement. Hein, d'accord? Parce qu'il y a l'investissement et le fonctionnement après, qui va ronronner pendant toute l'existence du bâtiment. Entretien des sols, les vitrages, et Dieu sait s'il y en a, l'électricité pour le chauffage et la climatisation, et plus particulièrement, donc, l'augmentation de la masse salariale due à l'embauche du personnel obligatoire pour le fonctionnement de la médiathèque. Et d'autres choses que j'oublie, mais vous voyez, tout ça, ce n'est pas prévu. Hein. Donc on va avoir encore une surprise à venir. Et donc, pour cela, nous votons contre ce truc-là, parce que normalement, ça aurait dû être prévu en amont, dans le budget initial. Donc je ne comprends pas. On a plein de surprises qui arrivent comme ça, et tout ça, c'est notre argent. Attendez, et là, il n'y a pas de revenus. Peut-être, oui, quand il y aura des locations de salles, peut-être il y aura 500 € par-ci, mais il n'y a pas de revenus comme dans les halles. Là, c'est paiement, autofinancement et subventions, mais les subventions, je me suis rendu compte dans le rapport d'orientation budgétaire que certaines subventions ne sont pas arrivées et peut-être n'arriveront jamais. Et il y en a un paquet. Voilà, je tenais à dire ça, que vraiment, c'est un oubli qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal au niveau d'une municipalité d'oublier 540 000 € hors taxe, parce qu'après, il y a la récupération de TVA qui n'est pas obligatoire dans tous les postes. Donc 540 000 €, c'est pas rien. Et je pense qu'on aurait pu y penser. Voilà, c'est tout. Voilà mon intervention. Vous avez terminé? Bien sûr, j'en ai assez, oui, j'en ai assez. N'en jetez plus. C'est pour enlever le micro. Voilà, donc je vais essayer de vous répondre. Vous avez une façon de penser, et je l'entends, qui est pratico-pratique. Pour autant, quand on est dans une collectivité territoriale, les montages de budget ne se font pas de la même façon. Et donc, le raisonnement que l'on pourrait avoir très simple. C'est-à-dire, d'un côté, il y a eu l'investissement, et donc on fait les demandes de subventions par rapport à cela. Et ensuite, il y a l'aménagement qui nous permet de demander les subventions. On ne peut pas faire la même chose parce qu'on demande aux mêmes personnes, et donc on risque de perdre des subventions. C'est de la technique de montage budgétaire. Ensuite, donc, vous faites appel une nouvelle fois, mais peut-être vous aurez l'occasion, sur le dossier numéro 11, de pouvoir intervenir là-dessus. Vous dites donc, pour reprendre vos propos, que le maire, mais on est un groupe majoritaire de 19 élus, le maire donc joue au Monopoly avec des investissements pharaoniques. Vous avez employé, je crois, mégalomane même. Pour autant, donc, je rappelle que l'investissement du centre culturel et de la médiathèque coûte, en autofinancement, 534 000 € et pas un euro de plus, et que les subventions qui sont des subventions notifiées. Alors, quand on fait des subventions sollicitées, pour être sûr qu'on nous les notifie, il faut d'abord les demander, ce que nous faisons. Ensuite, donc, aujourd'hui, vous qui êtes quand même donc entrepreneur, vous savez que sur les marchés publics, il faut lancer un marché. Là, c'est uniquement pour les demandes de subvention. Et je peux vous assurer que quand les adjudicataires seront connus avec leur montant, puisqu'on délibérera de cela en conseil municipal, vous verrez bien que les montants sont bien moindres. Voilà, donc il y a d'autres interventions. Donc nous allons passer au vote. Pardon. Allez-y, demandez le micro. Je vais vous le dire. Allez-y. Alors, par rapport à votre campagne que vous avez faite, on était à 1 800 000 € ou 2 500 000 €. Là, maintenant, on est beaucoup plus quand même. Hein. Donc, moi qui ai connu Spirale plus petit, ça devient, comment on pourrait dire, des Qataris, Las Vegas, je ne sais pas, ça flambe à tout va, c'est vive la pepa, c'est grave. On rigole, mais je suis désolé. Vous pensez ces subventions, tout ça. Moi, j'ai eu la chance de voir quelqu'un ce matin, il ne m'a pas parlé de la même chose, mais bon, on le verra par la suite, tout ça. Bien entendu. Hein? Voilà. Je vous remercie. Vous avez terminé, monsieur? Donc, je rappelle, ce n'est pas 1,5 million, 2,6 millions. Je me souviens d'ailleurs, pendant la campagne électorale, je n'étais pas à votre réunion publique, mais vous êtes empêtré un petit peu avec les chiffres. Je rappelle, l'autofinancement de l'immobilier, c'est 534 000 € d'argent communal, pas un euro de plus. 534 000 €, ni 1,5 million, ni 2 millions, ni 2,5 millions.
Eh bien là, si c'était à plein, ce qui ne sera pas le cas, ça sera 221 000, pas 540. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc, il y a d'autres interventions. Mais je vous demande de ne pas intervenir. Vous avez eu la parole, monsieur, ça suffit. Vous avez un avertissement de séance. Voilà. Je vous demande de le noter. Je vous remercie. Je ne le souhaite pas, mais on ne peut pas s'en sortir. Chacun a le droit de s'exprimer. Et je vous laisse le temps de parole. Non, maintenant vous êtes intervenu. Si vous avez une autre question, on vous écoute. Hein. Sinon, ce n'est pas la peine. On n'est pas au comptoir du café, là. D'accord? Il y a une autre intervention. Je vous écoute, madame. Demandez le micro. Attendez, je vais vous le dire. Hein. Allez-y. Pour les aménagements extérieurs, il y aura un autre tableau explicatif. Bien évidemment. Donc ça veut dire qu'on va rajouter encore des sommes en plus. Mais bien évidemment, comme toujours. D'accord. Merci. Pas de problème. Donc, d'autres interventions. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre la demande de subvention, d'accord. Le groupe d'opposition. Et donc, à la majorité, c'est accordé. Regardez le rapport, monsieur. Regardez le rapport. D'accord. Dans le dossier... voilà, le dossier numéro 9, c'est donc M. Jonca qui je cède la parole. Donc, la fixation des tarifs pour l'utilisation de l'air de lavage et de remplissage des pulvérisateurs et des machines à vendanger. Il est rappelé au Conseil municipal la délibération du Conseil municipal 2020-85 du 7 juillet 2020 fixant les tarifs pour l'utilisation pour l'air de lavage et de remplissage des pulvérisateurs et des machines à vendanger. Donc il est proposé de modifier ces tarifs. Donc pour les pulvés, rien ne change. C'est simplement pour les machines à vendanger au niveau des prestataires de services. Donc la question est, le conseil municipal décide-t-il de fixer les tarifs de l'air de lavage et de remplissage tels que définis ci-dessus, de dire que ces tarifs seront applicables dès accomplissement des formalités légales et publicités de transmission au contrôle de légalité, et de donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? M. Gallego. Attendez, je vais vous le donner. Vous pouvez y aller. C'est simplement une question. Les prestataires de services, c'est quoi exactement? Vous pouvez me... Donc, les prestataires, il faut savoir que bon, tout le monde n'est pas équipé avec une machine à vendanger, donc il y a des prestataires de services qui interviennent sur les exploitations de la commune. Là, en l'occurrence, il y a deux prestataires qui interviennent sur la commune. Par contre, ils interviennent pour les gens d'ici, mais ils interviennent aussi pour des gens d'ailleurs. Étant inscrits à l'air de lavage d'Espira pour laver leur machine à vendanger, ils utilisent l'air pour laver leur machine, mais des fois pour d'autres communes. Donc, on a décidé, vu la consommation d'eau qu'ils ont utilisée pendant les 2 années là où nous avons fait un petit récapitulatif, nous avons décidé d'augmenter la cotisation des prestataires de services. Bon, parce que donc, souvent, nous, les vendanges sont terminés, eux continuent à vendanger à droite ou à gauche et viennent utiliser l'air, donc les pompes marchent, le dérilleur marche, donc c'est pour ça que nous augmentons leur tarif à eux. Je peux vous répondre, hein. Je peux vous répondre. Allez-y. Ce problème, on l'avait soulevé déjà au départ, parce que je m'étais aperçu, parce que je vais me promener souvent avec mes chiens par là-bas, qu'il y avait des prestataires de services qui lavaient leur machine. Et j'avais posé la question au conseil, et vous m'aviez dit, ou vous ou quelqu'un d'autre, que comme ils vendangeaient pour des gens du village, il n'y avait pas de problème, on ne pouvait pas ne pas les laisser laver, vu qu'ils vendangeaient pour les gens du village. Mais moi, je savais pertinemment, j'avais pas de preuves, mais je savais pertinemment, parce qu'après je les ai vus beaucoup plus tard, donc je n'avais pas l'information, qu'ils vendangeaient pour d'autres personnes autres. Donc, on aurait pu déjà au départ avoir cette méfiance, vu que vous vous en êtes rendu compte, suite à une consommation supplémentaire d'eau. D'accord, hein, voilà. Non, je suis d'accord avec vous. Simplement, je vous réponds. Nous avons attendu d'avoir 1 an de fonctionnement là-dessus pour voir exactement la consommation d'eau qu'ils avaient. Exact. Hein. Donc, à partir de là, on réajuste leur entrée à l'air de lavage. C'est pour dire qu'on en avait parlé déjà. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 10 présenté par Madame Labbé.
la fixation des tarifs des activités du service enfance-jeunesse. Donc là, même chose, le tableau, nous l'avons déjà vu. En fluo apparaissent donc les modifications ou les rajouts, à savoir donc le tarif pour les enfants hors commune par rapport donc au tarif à LSH et donc par rapport à l'école municipale des sports, le tarif enfants hors commune également. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir approuver la tarification proposée. Question, le conseil municipal décide-t-il de fixer les tarifs ci-dessus comme exposé, de donner tout pouvoir à monsieur Philippe Fourcade, maire, pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier? Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc nous passons donc au dossier de débat d'orientation budgétaire que je vais vous présenter. Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas fait voter. Vous voulez intervenir, monsieur Galigo, sur ce dossier? Non, mais on n'y est pas. Hein, donc, là, sur le dossier que je n'ai pas fait voter, c'est-à-dire la présentation des tarifs, parce qu'il n'y a pas d'intervention, donc, excusez-moi, on va faire voter, donc, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, dossier numéro 11, présentation du débat d'orientation budgétaire, et je vais vous le présenter. Le débat d'orientation budgétaire est une étape substantielle de la procédure budgétaire. En application de l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, un débat doit avoir lieu au conseil municipal sur les orientations budgétaires dans les communes de plus de 3 500 habitants, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Pour cela, nous vous avons fait parvenir le rapport de présentation que je vais vous synthétiser en 7 points pour son cadre général. Le premier point, donc, c'est le contexte sanitaire global en 2021. La crise sanitaire mondiale qui a débuté en début de l'année 2020 constitue depuis son déclenchement un sujet d'actualité de premier plan qui dépasse le cadre sanitaire et qui s'est vite étendu aux sphères politiques, économiques et financières. Le PIB mondial a chuté de 3,4%, c'est-à-dire l'inflation. Le deuxième dossier, les réponses monétaires et budgétaires. Le gouvernement et les banques centrales, forts de leur expérience lors de la crise de 2008, sont massivement et rapidement intervenus pour soutenir l'économie. Sur le plan budgétaire, les politiques se sont focalisées d'abord sur le soutien à l'économie avant de favoriser la relance. Le contexte économique général en 2021 et 2022. Les différents dispositifs de soutien à l'économie se sont montrés efficaces et ont permis aux économies occidentales de limiter certains effets de la crise, notamment au niveau social. La loi des finances donc 2022, les mesures relatives aux collectivités territoriales, la réforme des indicateurs financiers. Elle est la mesure phare du projet. Le rôle de ces indicateurs est de mesurer la richesse fiscale et financière des collectivités locales qui ont un impact sur le calcul des dotations et des contributions. Loi des finances 2022 prévoit la mise en place d'une fraction de correction qui va neutraliser en 2022 les effets de la réforme sur le niveau des indicateurs financiers de 2021. Ce lissage s'appliquera de 2003 à 2028 via un coefficient qui viendra donc neutraliser tout ou partie de la réforme. Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité pour 2022, comme prévoit l'article 15-18 bis du Code général des impôts. Depuis 2018, les valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de l'inflation constatée et non plus en fonction de l'inflation prévisionnelle, comme c'était le cas jusqu'en 2017. La revalorisation est évaluée à donc 3,4, puisque donc le PIB est à moins 3,4 pour 2022. La dotation globale de fonctionnement. Aucune modification notable à ces dotations. L'ensemble des dotations sera impacté à compter de 2023 par la réforme des indicateurs de richesse. Ces nouveaux calculs ont comme objectif de neutraliser la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales en vigueur depuis début 2021. Par conséquent, les potentiels fiscaux et financiers des communes seraient impactés et indirectement les calculs des dotations. Il faudra cependant attendre l'été prochain afin d'avoir davantage d'informations suite à la publication des notes d'information. Donc, slide 2. Ce slide donc, représente, que vous avez à l'écran,
présente un des indicateurs financiers qui affiche la bonne ou mauvaise santé d'une commune. Il s'agit donc de l'épargne brute et nette. Pour l'épargne brute, pour 2021, elle est à 971 637,80. Pour l'épargne nette, elle est à 683 751,74. Slide 3. Là, on vous présente les courbes de CAFNet. Donc, en bleu, celle de la moyenne par habitant des communes de notre strate. En orange, celle de la moyenne de notre ville par habitant. On constate qu'on est supérieur de 57,55% aux villes de notre taille. Et en rouge, c'est la même courbe pour notre commune, mais en milliers d'euros. Slide 4. Autre indicateur financier, la capacité de désendettement. La capacité de désendettement représente le nombre d'années que la ville mettrait pour rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant tout son autofinancement, épargne brute. Les experts en finances locales considèrent généralement que le seuil critique se situe entre 11 et 12 ans. Passé ce seuil, les difficultés pour une commune à rembourser sa dette se profilent en général pour les années futures. Le seuil de vigilance s'établit à 10 ans. La capacité de désendettement à fin 2021 de la commune d'Espira-de-l'Agly est de 2 années 29, alors qu'en 2013, elle était de 4,23. Slide 5. Je continue, je fais la présentation, vous interviendrez après. Je vous laisserai la parole. Mais non, je présente et après je vous laisserai intervenir comme vous voudrez. Et monsieur, je vous ai expliqué, je vous dis je présente et après vous interviendrez. Dans le slide 5. Mais non, vous pourrez revenir. Monsieur Gallego, je viens de vous dire que je vais le présenter comme ça. Bon, oui. Slide 5. L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2020 et 2021. Les dépenses réelles de fonctionnement sur l'arrêté des comptes à fin décembre 2021, je rappelle que ce n'est pas le compte administratif, c'est l'arrêté des comptes, ont progressé de 13,69 en comparaison à l'exercice de 2020. Néanmoins, cette évolution est à relativiser en raison des mesures de restriction intervenues en 2020 et du ralentissement du fonctionnement de la collectivité. Ce pourcentage, donc, n'est pas significatif. Slide 6. Les recettes réelles de fonctionnement entre 2020 et 2021. Bien qu'on ait réduit, bien entendu, la voilure. Elles sont en augmentation entre 2020 et 2021. Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 10,92. Cette progression est liée à l'augmentation des produits de services, puisque la commune encaisse les recettes relatives aux consultations médicales du CMS. Slide 7. Là, on vous présente les dépenses et les recettes de la section d'investissement. Le total des dépenses réelles d'investissement sont à 2 863 329,66 et le total de nos recettes réelles d'investissement sont de 4 634 308,24. En 2021, le montant des investissements atteint un niveau record et culmine à la somme de 2 573 148,31, soit 712,98 € investis par habitant, contre 302 € pour les communes de même strate. Les investissements réalisés ces dernières années sont possibles grâce à une capacité d'autofinancement importante en raison du mode de gestion mis en place, rationalisation des dépenses publiques, développement des recettes de fonctionnement, mais aussi en raison des taux de subvention obtenus des principaux financeurs que sont l'État, le département, la région, l'Europe et la communauté urbaine. Slide 8. Les principaux investissements en 2021. Je fais juste un focus, une fois de plus, parce que les chiffres sont têtus. Le centre culturel et la médiathèque, l'autofinancement de la commune de 534 580 et non de 3 millions d'euros, comme j'ai pu l'entendre dernièrement en session de conseil municipal. Slide 9. Cette diapo représente le résultat de chaque section pour 2021 et qui donne en cumulé. C'est le résultat final. Ça va bouger à la marge parce que, comme vous le savez, il faut qu'on soit raccord complètement avec le compte de gestion de trésorier. Mais quand même, donc, c'est une excellente nouvelle. Parce que nous qui dilapidons de l'argent public,
Le fonctionnement, un excédent cumulé de 3 728 540,24. L'investissement, un solde positif RAR soldé de 2 109 580,42. Le résultat, toutes sections confondues, est de 5 838 121,66. Donc là, M. Gallego, si vous voulez la parole, vous pouvez l'avoir. On a présenté, si vous voulez, les résultats qui seront donc ceux qu'on affichera certainement au compte administratif de 2021. Vous voulez la parole, monsieur? Je vous la donne. Je vous la donne. Demandez le micro. Vous pouvez y aller. Donc, pour en revenir au début de ma conversation, je tenais à vous dire que le débat d'orientation doit être un moment privilégié d'échange entre la majorité et les non-majoritaires. On dit opposition, mais on n'est pas d'opposition, on est non-majoritaire, c'est tout. Donc c'est un échange. Et dès le départ, donc, on doit, à chaque point, s'il y a, comme pour l'ordre du jour, s'il y a un problème, on lève la main et on peut en discuter. Maintenant que vous avez tout ratissé, il va être très difficile pour moi, vu qu'on n'aura plus les éléments sur le... On vous les remettra, monsieur. Mais on peut les remettre, justement, on peut les remettre. On peut les remettre, et là, on peut les commenter un par un. Mais bien sûr. Donc, pourquoi ne pas l'avoir fait déjà avant? Parce que je le présente comme ça. C'est ça, parce que vous voulez noyer le poisson et me mettre en porte-à-faux. Si vous voulez, ce qui est important, c'est vous me mettez en porte-à-faux. Parce que là, moi, j'ai les éléments ici. Monsieur Gallego. Oui, monsieur le maire. Vous me mettez en porte-à-faux parce que je ne suis pas un financier et j'ai réfléchi sur tout ce que vous avez noté là. Vous allez pouvoir poser des questions, monsieur. Il y a des observations à faire que j'aurais pu faire au fur et à mesure et qui auraient été mieux pour l'ensemble de l'Assemblée. Vous ne perdrez pas de temps. Allez-y. Demandez quel slide vous voulez. C'est quoi slide? Moi, je ne sais pas ce que c'est le slide. C'est quoi slide? Vous voulez parler de quoi? C'est quoi slide? Une diapositive. Vous voulez parler de quoi? De ça, par exemple. Allez-y. On vous écoute. Excusez-moi. De l'évolution de l'encours de la dette. Oui. C'est pas compliqué. Chaque fois, dans vos tableaux, vous nous marquez les trucs en 2013. Mais on n'en a rien à faire de 2013. Je suis poli. Oui. Parce que ça veut dire quoi? Qu'on est plus fort que ceux d'avant, qu'on est plus intelligent? Non, 2013, ça nous est égal. Nous, on part en 2014, le départ. Et là-dessus, on voit que l'encours de la dette de 2013, diminue pendant tout le premier mandat. Parce qu'il y a des remboursements avec des taux de l'époque qui étaient chers, à 4 ou 5%, mais on arrive à diminuer tranquillement. On arrive en 2021, et comme les asperges, excusez-moi l'expression, ça remonte. Ça remonte pourquoi? Parce que vous avez fait un prêt de 2,2 millions, ce qui fait qu'en endettement, on a un peu plus. Et même mieux, dans le dossier des Halles, chose que je n'ai vue nulle part, peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait attention, il y a un prêt, il a été fait un prêt de 200 000 € pour financer les Halles. Ce prêt de 200 000 €, il est dans un budget annexe, on ne le voit pas, il se cache, mais il y est. On le rembourse par les entrées. Alors donc, là, il n'y figure pas. Monsieur Gallego, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais le temps de parole est terminé, mais on va l'allonger, ne vous inquiétez pas, on va vous laisser faire. Pour autant, donc, restez sur le sujet. Là, on est sur le budget principal. Vous parlez d'un budget annexe, on pourra en parler. On en parlera à la fin. Parlera à la fin. Mais je voulais le dire. Je vous laisse terminer. Ça se rajoute. Donc, vous pouvez constater qu'au niveau de l'endettement, de la dette en cours, elle est équivalente en 2013. Et bien sûr, elle va diminuer normalement jusqu'en 2026, à la fin du mandat, et c'est des trucs logiques. Donc, mais il faut savoir que quand même, si on était allé sans faire compte tenu qu'on a un autofinancement phénoménal, vous avez vu les chiffres, 3 millions, etc. Pourquoi avoir fait ce prêt? Maintenant, on n'aurait rien à débourser. On se serait diminué peut-être de notre argent de poche, mais à quoi sert-il? Il pourrait servir un autofinancement à ce que je disais tout à l'heure, arranger les rues qui sont défectueuses. Même si c'était une compétence de Perpignan, on pourrait avancer et rendre les gens plus heureux de marcher dans des rues sans nid de poules. Les enfants avec les vélos, les trottinettes maintenant ne peuvent pas circuler. Bon, ça c'est une anecdote. Mais je veux dire qu'au niveau de l'endettement,
hein, c'est logique. On part d'une somme qu'on a empruntée, on diminue, on remonte une somme, c'est très bien, et on la diminue. Mais vous, maintenant, si vous en refaites un autre prêt... Monsieur Gallego, ça fait 3 fois que vous dites la même chose. C'est bien. Donc, si vous voulez, je vais Parce essayer que de je vous suis un répondre. peu- Non, mais on pourra reprendre après, mais je vais essayer de vous répondre parce que Alors. vous dites tellement de choses, j'essaie de vous indiquer les choses de façon à ce que vous ayez la pertinence de comprendre ce qui se passe. Alors, Je les comprends très bien. non, non, vous les Ne me, comprenez pas. ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas, Non, mais monsieur c'est le pas maire. ce que Un je dis. conseil. hein. Ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Je ne le prends suis pas en train mal. de Je vous dire- donne, je Vous vous donnez donne des la explications raison. qui sont erronées, donc j'essaie de vous répondre, monsieur. Est-ce que je peux? Mais bien sûr. Je pense que oui. Ah. Donc, nous reparlons d'un sujet qui a déjà été abordé en 2020. Aujourd'hui, nous étions sur une courbe d'emprunt que nous portions, qui sont entre 4 et 5%, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un emprunt de 2 millions d'euros, pas 2,2 millions comme vous l'avez dit, mais 2 millions, quand on fait un emprunt de 2 millions d'euros, ça veut dire qu'à un point, ça veut dire que si on avait emprunté comme avant, on aurait été en capacité d'emprunter 10 millions d'euros pour les prêts à 5%. D'accord? Donc aujourd'hui, on a emprunté 2 millions d'euros. Pourquoi? Parce que les investissements que nous portons, on ne fait pas d'APCP ici, on fait des investissements et on porte les investissements qui sont pluriannuels. Le seul, comme je l'ai déjà dit en 2021, lors du débat d'orientation budgétaire, le seul investissement pour l'instant que l'on n'a pas chiffré, mais que l'on abonde financièrement si vous suivez les comptes, c'est le groupe scolaire. Sinon, tout ce qui était prévu dans le programme est financé. Puisqu'aujourd'hui, je vous dis que donc avec les RAR soldés, et nous verrons quand nous serons sur les investissements, il nous reste, je ne sais plus, 2 millions 8, je crois, enfin, exactement, 2 109 581. Et les investissements à venir, qui sont pluriannuels, qu'on va vous présenter pour 2022, font un peu plus de 2 millions. Donc ils sont déjà financés. Par contre, le groupe scolaire, lui, par contre, il ne l'est pas encore. D'accord? Donc nous, on a jugé, et je dirais l'actualité nous le prouve, on a jugé qu'il fallait donc en 2020 contracter ce prêt à 2 millions d'euros parce qu'il était à 1%. Alors que le PIB, aujourd'hui, donc le pouvoir d'achat, l'inflation, elle est à 3,40. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les banques vont augmenter les prêts et que nous aurons besoin d'un financement pour faire le groupe scolaire, on empruntera à 3 ou 4%. Ça serait imbécile. Et d'ailleurs, si vous regardez les comptes, puisque vous êtes précis là-dessus, et c'est très bien, il n'y a pas de problème, vous remarquerez qu'on a emprunté 2 millions d'euros en 2020 et qu'au moment où je vous parle, on n'a pas touché 1 euro de cet emprunt. Pardon? On n'a pas touché 1 euro. Mais vous rigolez, là. Attendez, là, vous me mettez en porte-à-faux. Ah non, là, je m'excuse. Regardez, Vous vous trompez, monsieur. en page 15, hein, ok? Regardez les dépenses et recettes d'investissement. Regardez dans les recettes d'investissement, pour avoir les fameux 4 634 000, vous avez bien utilisé les 2 millions du prêt. Donc, ces 2 millions sont déjà consommés. Ils sont déjà dans... Mais non, monsieur. Bon, allez, d'accord. Expliquez-moi le contraire, s'il vous plaît. Voilà. Ils ne sont monsieur, pas consommés. Je suis en train de vous dire... Ils sont prévus. Ils sont prévus dans le... Ils sont prévus. Mais on est obligé de le prévoir. Donc ils sont consommés Mais virtuellement. non, ils ne sont pas consommés, monsieur. Puisque je vous dis qu'on a un solde de 2 109 000, on ne l'a pas consommé. Enfin, je ne sais pas, moi. Oui, mais le solde de millions, c'est pour faire... Oui, ils sont consommés une fois qu'on fait la différence. Mais si on va voir les travaux que vous comptez faire, ces 2 millions ils ne seront pas suffisants pour y arriver, monsieur le maire. Ils ne seront pas suffisants. Quand on fait un emprunt, comme toute inscription, on l'inscrit donc en recette et on l'inscrit en dépense. C'est tout. Mais je vous dis qu'en termes de trésorerie, ces 2 millions d'euros n'ont pas été utilisés. Ils sont là. Bon, Attendez, écoutez, je le vois, ils sont là. écoutez. Vous ne pouvez pas le nier, monsieur le maire. Ils sont là. Il restera 2 millions. Je suis bien d'accord Mais on avec l'a vous. mis dans la section des crédits. Ils y sont, mais on ne les a pas consommés. Il y a 4 millions d'euros qui restent de recettes. On a 4 millions de recettes et 2 millions de dépenses. Et on a un solde de 2 millions 100, donc on n'a pas touché les 2 millions Je vais faire une formation de Il faudra vraiment. comptabilité. Il faudra vraiment. Ouais, et d'ailleurs, on a un budget formation, monsieur Gallego. m'excuse. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. On a un budget formation. Et si vous voulez donc prendre des formations sur la finance, je vous invite à vous rapprocher du secrétariat et on le fera avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci avec ça. Je pensais que c'est juste pour la majorité. Vous ne nous en avez jamais parlé, à mes collègues et à moi. Sinon, on aurait... Jamais de la vie, monsieur. Sinon, on a... Jamais de la vie. On n'a jamais su qu'on pouvait avoir des formations en tant qu'opposition. C'est faux, monsieur. On l'a voté même en conseil municipal. Je ne sais pas quand, mais ça a été voté.
Mais bon, vous avez une autre intervention, M. Gallego? Si vous voulez, on continue. Non, juste où on s'était arrêté, parce que là, il y a un problème. On s'était arrêté à quel Là, celui-là. Pardon, Louis? Tu parles tout seul? Non, parce que... attendez, là, on était parti sur... Là, vous voyez, ça ne va pas, parce que... Bon, c'est bon, on continue. Allez, c'est bon, je vais récapituler, je reprendrai à la fin. Parce que là, c'est trop compliqué pour moi. Je savais que vous, là-dessus, sur le bâtiment, comme vous dites que je suis un promoteur, c'est pas vrai, je suis en retraite, ça me convient. Mais là, en finance, je suis un peu léger, je le reconnais. Mais j'ai travaillé, il y a des choses que j'ai détectées qu'il faut que je vous dise, c'est tout. Voilà. Donc, il y a une autre intervention. Donc, je vais continuer. Donc là, on va présenter le débat d'orientation budgétaire. Et je vais amener une petite information générale pour la compréhension. C'est important. Je vais vous présenter les perspectives d'orientation du budget primitif 2022. Au préalable, et afin de s'approprier la compréhension de la présentation d'un débat d'orientation budgétaire par rapport au budget et d'un budget par rapport à un compte administratif, je vais vous donner quelques explications. Le débat d'orientation budgétaire de ce soir a pour objet de donner les orientations budgétaires portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement et investissement. Le budget, quant à lui, remplit un rôle de prévision financière des moyens à donner pour la mise en place du service public déterminé par les élus. Le budget est l'acte de prévision et d'autorisation des recettes et des dépenses. Donc ça me rappelle, je prends un exemple, tout à l'heure vous avez dit pour les travaux on pourrait dépasser, on ne peut pas dépasser, on est capé au montant, ça peut être moins cher mais pas plus. Sinon on est obligé de faire une autre délibération. A contrario du compte administratif qui lui retrace l'ensemble des mandats et des titres d'une année, je dirais, le budget est un acte de prévision, le CA est l'acte de constatation. Depuis toujours, la ville d'Espira-de-l'Agly présente, comme beaucoup de communes d'ailleurs, la plupart, présente son budget primitif à l'équilibre, ce qui veut dire que recettes et dépenses sont au même niveau pour le budget, quand le CA, lui, constate indépendamment d'un côté les recettes, de l'autre les dépenses. Ce rappel me paraissait nécessaire par rapport à certaines interventions constatées à la lecture du compte rendu du conseil municipal du vote du budget du compte administratif de l'année dernière. Il ne faut pas confondre un budget et un compte administratif, ça n'a absolument rien à voir. Un débat d'orientation budgétaire, on vous donne le résultat au 31-12. Mais il y a peut-être des petites opérations qu'il faudra falloir revoir. Mais réellement, avec la précision des comptes que nous avons à Espira, c'est vraiment à la marge. Donc, je vous présente dans les orientations des dépenses. Oui, monsieur. C'est un peu compliqué, là, monsieur Gallego, on ne va pas y arriver. Hein. Mais allez-y, allez-y. Prenez le micro. Attendez. Allez-y. Voilà, donc, dans les dépenses réelles de fonctionnement, d'accord, entre 2020 et 2021, oui, il y a charge de personnel. OK? Donc, charge de personnel, et dans un tableau jaune, là, que vous n'avez pas montré, il y a le détail de ces charges de personnel. Page 9, il y a le tableau, et 10, il y a ce fameux tableau. Et page 8, il y a le... Il y a ouais, ceci, exactement ça. Le personnel, c'est des pages 9 et page 10. Page 9, à la fin, et page 10, tout en haut. Oui. Alors, les charges de personnel, vous les récapitulez à comparaison des coûts des services municipaux, c'est ça hein, je ne me trompe pas? C'est de la comptabilité par fonction. Et dans le privé, pour vous, c'est par destination. D'accord. Donc, si on ajoute... Là, on le présente par nature. Si on ajoute tous les coûts du CMS, des services enfance, les coûts, je parle, hein, oui, de services administratifs, tout ça, oui, on devrait trouver 1 943 000 euros. Ce n'est pas exhaustif, monsieur. C'est pas exhaustif. Si j'ajoute... Maintenant, j'ai fait une oui, addition. Oui, allez-y. Je trouve qu'il y a, en charge de personnel, 2 245 000. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, est-ce qu'il y a eu une erreur là-dessus? Parce qu'en plus, compte tenu donc, de
il y a les atténuations de charges. La session de fonctionnement. Oui, j'ai compris. Pardon? Et donc, Non, allez-y. Donc, ensuite, une chose que je ne comprendrai jamais, mais vous allez me l'expliquer, ce sont les atténuations de charges. Alors là, je me casse la tête. Hein. Quand je vois que dans les recettes, vous mettez 190 000, excusez-moi, dans les recettes, il y a 190 000 € d'atténuation de charges. Et si j'ajoute toutes les atténuations de charges de ce fameux tableau jaune, à moins qu'il y ait une erreur de frappe, hein, C'est pas le cas. on arrive à 300 000 €. Un truc de... J'ai la machine là, Non, je pense qu'il vaut mieux que je vous explique parce que vous êtes complètement dans l'erreur. je suis en erreur. Et oui, Donc, je vous assure. les atténuations de charges sont des remboursements par CPAM et par l'assurance des maladies, des gens qui sont malades, d'accord, hein. Donc, s'il y a... Pas que, mais... Quoi? Et dites-moi il y en a ce qu'il y a en d'autres, plus. mais non, mais on peut... Dites-moi ce qu'il y a en plus. Il y a les grossesses, les mariages, les grossesses. Il n'y en a pas eu. Les maternités, les paternités, bien sûr. Il n'y en a pas eu. Mais c'est Mais surtout... il peut y en avoir, oui, d'accord, mais je vous écoute. C'est surtout les remboursements. Donc alors, c'est là où je veux en venir. Moi, pardon, les chiffres, c'est bien. Mais le fait qu'il y ait eu autant de remboursements de maladies, Je vous entends. c'est qu'il y a beaucoup de malades. Moi, arrive un moment, les chiffres, c'est beau, mais c'est pourquoi il y a autant de remboursements de maladies? Tout le monde est malade dans cette mairie. Hein, c'est pas possible, ça. Attendez, moi, en 2013, vous comparez souvent en 2013, même s'il n'y avait pas d'assurance, Oui. il y avait 23 000 € de La remboursement. comparaison est bonne, d'ailleurs. D'accord? Pardon? La comparaison est bonne, d'ailleurs. Oui, 23 000 €, il n'y a pas d'assurance. Mais maintenant, X années après, on est à presque... Je ne sais pas, moi, c'est un truc de fou. Donc, il y a beaucoup de malades. 190, Et vous dites ça que fait c'est des pathologies invalides. Comment c'est le terme? Invalidante. Invalidantes. Vous savez ce que c'est, les pathologies invalidantes? Moi, je sais, mais je pense que vous, non. Je les ai pris sur Internet, j'ai fait la liste. C'est des cancers, c'est des trucs très importants. Je vous remercie pour la discrétion que vous avez par rapport aux agents concernés. Mais allez-y, continuez. Non, mais c'est Je pas vous du laisse tout... faire. Mais... C'est marqué dans le compte rendu. Donc, Oui, non, mais je sais bien. Mais c'est vous le on parle marquez... de gens qui sont en détresse. Mais Non, vous le marquez, mais vous le marquez, vous, en termes scientifiques. Non. Moi, je le dis en termes de tout le monde. Hein. Il faut savoir ce Ça que c'est. s'appelle des ALD, monsieur. Oui, bon... Il y en a 5. Non, il y en a 10. 5. Bon, comme vous voulez, c'est pas grave. On n'est pas à 5 près. Non. Donc, pourquoi, et la question là, et je la poserai tout le temps, cette question, pourquoi il y a autant de personnes Je peux en vous arrêt de répondre, travail dans cette mairie? Parce que vous avez Pourquoi? déjà posé cette question. Oui, et on ne m'a jamais répondu. Mais si, je vous ai répondu. Non. Dans le compte rendu aussi. Non. Mais bon, c'est pas grave. Non. Je vais vous répondre. Je peux. Alors, donc, pourquoi ne pas avoir Premièrement, inclus... donc, Pourquoi ne pas avoir inclus les recettes, les dépenses de personnel dans la colonne, au lieu de 1 million, ça a changé. Je vais vous répondre, monsieur, si vous voulez. D'accord. C'est quoi? Non, justement, il vaut mieux que je vous donne l'explication, peut-être vous comprendrez. Pour aborder donc une comptabilité, la comptabilité, on la suit ou par nature ou par fonction dans les collectivités territoriales. Par nature, c'est ce que l'on présente, c'est-à-dire des chapitres, et vous avez des comptes des dépenses d'un côté et des recettes de l'autre. D'accord? Alors que par fonction, on détermine par un coût de service. Et le coût de service que vous avez donné, ce n'est pas uniquement la masse salariale. Il y a dedans le 0,11, le 0,12 le personnel et le 65. Et là, on fait l'ensemble. C'est le coût de fonction. Ce qu'on fait donc dans le privé pour destination. Et je pense d'ailleurs que quand on n'est pas financier, la présentation par fonction, ça donne aux élus que nous sommes la proportion de ce que fait le service public que l'on fait. Je donne un exemple. On monte un CMS, la première année, c'est l'année d'installation. Et bien entendu, on a des aides. Mais ce service n'est pas coûtant dans nos finances. Il nous rapporte 15 924 €. Vous l'avez tout ça dans le rapport, hein, madame. Vous l'avez tout ça. Quand je prends le service enfance-jeunesse, ce n'est pas tous les enfants qui vont des écoles, mais en plus, on a des parents contribuables qui n'ont pas d'enfants aux écoles. Ce coût de service, c'est un coût là, 115 858. Et je continue. Monsieur Gaillot, je vous réponds et ça ne vous va pas. Laissez-moi terminer. Non, mais je vous le dis, je continue. Le service administratif,
c'est un coût de service. Le coût de service est de 449 738, la masse salariale, le 0,11 et le 65. Si je prends les services techniques, le coût à l'année, pour l'année 2021, c'est 200 408 euros. Si je prends le service entretien, c'est 190 294. Si je prends les écoles publiques qui sont gratuites, ça vaut 251 680 par an. Si je prends les cantines, c'est 100 703. Et la police municipale, c'est 134 793. Donc voilà ce que c'est un coût de service. Mais c'est important de le savoir. Parce que nous, les élus, on est chargés de développer les politiques publiques qui sont au service de nos administrés. Quand on a mis le périmètre, on demande donc à nos techniciens de nous élaborer par rapport à la politique publique que l'on souhaite développer, en quantité, moyenne et en valeur, ce que ça va coûter. Donc aujourd'hui, quand on fait une route, eh bien, c'est une route, c'est un service qu'on rend aux gens, ça ne rapporte rien. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est dans des budgets autres, et que j'ai mis un budget annexe et le CMS, on en reparlera, on est dans le débat d'orientation budgétaire, j'ai demandé à le distinguer, parce que ce sont des services qui sont coûtants, puisqu'on paie quelque chose, mais qui amènent une recette. Et donc, on a la notion de retour sur investissement qui n'existe pas dans les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, les agents, c'est service fait. L'élu demande un service, on lui dit ça coûte tant. Mais il n'y a pas de ressources. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons des ressources par rapport à ces investissements au fil des années. Et ensuite, je continue. Aujourd'hui, donc, sur le CMS, compte tenu de la proportion, parce qu'il y a des indicateurs financiers. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'emprunt. Ce qui est important, c'est la capacité de désendettement. On est à 2,29. C'est à 10 qu'on commence à être donc en surveillance. Vous vous rendez compte? Et quand on donne 2013, c'est parce qu'il y a toutes les recettes, ils en avaient plus que ce qu'on avait aujourd'hui sur les recettes institutionnelles, et ils étaient donc au double de notre annuité. Ça veut dire que ce n'était pas bien géré. Aujourd'hui, on gère les choses comme il faut. C'est ça qu'il faut entendre. Ensuite, vous m'avez posé une question, c'était sûr? Je ne me souviens plus. Le 013, ah oui, le 013, bien sûr. Alors, en 2013, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait 23 000 euros de 013. D'accord? Et donc, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas parler, mais quand ça vous arrange, je vois que vous savez faire le parallèle. Mais ça m'arrange également. Parce que ce que vous ne savez pas, ou vous ne vous souvenez pas plutôt, c'est qu'en 2013, il y avait 23 000 euros de recettes sur le 013, atténuation de charges, remboursement assurance, d'accord? Mais qu'il y avait 363 jours d'arrêt maladie ordinaire. Et souvenez-vous, M. Gallego, puisque vous avez voté cette délibération, nous avons voté pour les agents qui sont en absence, qu'il n'ait pas les primes. Vous avez voté, la délibération, je n'avais pas prévu que vous interveniez, mais je pourrais vous la faire passer, vous aviez voté pour cela. Nous, dès 2015, on a changé ça par délibération, et ensuite on a surtout renégocié un contrat d'assurance, au lieu d'être remboursé à partir du 30e jour, et en maladie ordinaire, il n'y a aucune maladie ordinaire, elles sont très rares, qui passent le câble des 30, on l'a mis à 10 jours. Ce qui permet aux agents deux choses. La première, c'est que plutôt que d'être en maladie ordinaire souvent et de ne pas se soigner correctement, ils se mettent d'abord en longue maladie et ils sont en longue durée que quand ils sont atteints par ces 5 ALD dont on parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je demande de la confidentialité et de la discrétion. Et effectivement, ces dossiers, heureusement d'ailleurs, sont une ressource pour nous, parce que ces agents-là qui sont là depuis plusieurs années, ils ne sont pas là. Heureusement qu'on a pu les remplacer. Parce que ces 199 000 euros, ça veut dire qu'on aurait dû les financer pour avoir le même service pour la population, si on n'avait pas eu l'assurance. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, vous avez eu le propos, l'année dernière, je me souviens bien, vous faisiez un parallèle en disant, vous vous rendez compte, vous budgétez sur de la maladie. Ce n'est pas le propos. Moi, je dis aujourd'hui, les agents, ils se soignent correctement, mais nous, on a pris une assurance pour la continuité du service. Et on a tenu compte de cela par rapport justement, surtout, au résultat de 2013, où, en maladie ordinaire, il y avait 363 jours pour 23 000 euros de remboursés. Et aujourd'hui, je peux vous dire que des maladies ordinaires, on en a beaucoup, beaucoup moins, tous les ans. Madame la directrice. Voilà. Donc, voilà le dossier du 013. Le 013, c'est ça. Par exemple, on est en train de budgéter, vous le verrez dans le budget que l'on présente, je crois qu'il y a une diminution. Et parce que ces dossiers sont suivis et qu'il y a des personnes qui vont faire leur demande donc, pour partir à la retraite, et donc on ne bénéficiera plus après de ces remboursements. Mais ça veut dire que pendant la période des 5 ou 6 ans où ils ont été
Eh bien, plutôt que de faire des maladies ordinaires, venir travailler 15 jours, 3 semaines, 1 mois, d'être pas bien et de repartir en maladie ordinaire, non, ils se soignent. Et ça, je trouve que c'est une belle chose que la ville d'Espira de l'Agly a réalisé. C'est coûtant, le prix de l'assurance, mais par rapport à ce que ça nous fait en remboursement pour la continuité des services, et ça évite de la pénibilité aussi aux personnels qui restent, qui eux ne sont pas malades, parce que le service, il faut le faire. Donc je trouve que c'est une belle chose. Voilà. Autre chose, M. Gallego? Ça diminue le 0,13. Oui. Je me rends compte qu'il ne diminue pas. Il y a des tableaux, là, ici, là, à la page 18, qui indiquent que le 0,13 en 2021, y compris le CMS, se monterait donc à 5 804. Et en 2022, donc nous y sommes, à 658 000 euros et quelques. Vous voyez? Alors, il ne baisse pas. Pour 2021, 199 000. Mais je ne vous parle pas d'arrêter pour le budget de 2022. Je ne parle pas de 2021, monsieur. C'est des prévisions, c'est le rapport de... Mais non, ça c'est évaluation. Ça, c'est un constaté, monsieur, ce n'est pas une prévision. C'est un constaté. C'est pas le même tableau, hein? C'est celui Ouais, que je vais montrer là. Je l'ai compris. Celui-là. Là, on est sur les coûts du personnel. Non. Le rouge, je ne sais pas, diminution des charges, 0,13 et recettes CMS. Monsieur Gallego, on ne va pas passer la soirée là-dessus, mais je vous l'explique une nouvelle fois. C'est un exemple. Vous avez deux tableaux. Un qui est présenté en comptabilité par nature et l'autre par fonction. Mais non, ça ne monte pas, c'est le même montant. En nature, vous avez d'un côté les chapitres en dépenses et les chapitres en recettes, mais ils ne sont pas ensemble. Et la comptabilité par fonction, vous avez le coût du service, l'ensemble. Ça vous donne comment dire, pour moi, en tous les cas, en tant qu'exploitant, je pense que la comptabilité par fonction nous permet de savoir quel est le coût réel de ce service. Et pas de savoir qu'on a une masse salariale, un 0,65 et un 0,11 d'un côté, et des recettes de régie de l'autre. C'est à vous de faire le parallèle. Si vous n'êtes pas comptable, eh bien, vous ne savez pas ce qui se passe. Là, vous le savez. Voilà. Autre chose? Autre chose? Je continue alors. Donc pour les orientations des dépenses sur le 0,11, pour le budget 2022, il sera construit sur la base du réalisé 2021, en appliquant une évolution des dépenses liées au contexte économique, car certains postes subissent de fortes évolutions en raison de l'inflation galopante, pour le moment située autour de 3,40. Également, la facture énergétique pourrait atteindre plus de 44%. Pour terminer, et cela pour une bonne raison, la reprise, nous l'espérons, des temps partagés, la restauration, le service enfance-jeunesse, les fêtes et cérémonies, etc., qui vont engendrer plus de dépenses, soit pour le 0,11, une hausse de 12,30. Ce ne sont que des inscriptions budgétaires, avec un budget voté à l'équilibre. Le 0,12, la masse salariale se développera par le recrutement d'un agent lié à la création du centre culturel et de la médiathèque, d'un agent pour les services techniques, la titularisation de 3 agents stagiaires et le recrutement d'un 3e médecin. Enfin, par l'indexation due à la carrière des agents, ainsi que par le coût du maintien des remplacements absents pour maladie, soit pour le 0,11, une hausse de 15,13%. Pour le 65, en fait marquant la participation obligatoire au fonctionnement des écoles privées pour les enfants d'Espira à partir de 3 ans, également le financement de la convention avec l'ORCA, correspondant à la délibération relative au projet Espira 2040 voté à l'unanimité lors du Conseil précédent. Le 66, ce chapitre sera en diminution en 2022, en raison de l'extinction progressive de la dette ancienne, souscrite à des taux d'intérêt oscillant entre 4,33 et 5,01, ce qui donnera en section de fonctionnement une hausse prévisionnelle totale de 19,22, calée en valeur à 2 989 442,92. Slide 12. La représentation de la masse intégrant les recettes du CMS, qui, pour ma part, est une vue plus indicative au regard de notre mode de gestion. C'est le slide dont vous parlez. Contrairement à la deuxième présentée par nature sur le rapport d'orientation budgétaire, ou lors du vote du budget, où seule la charge apparaît d'un côté et les recettes de l'autre. Ça vous permet de déterminer exactement le coût d'un service. Slide 13. Une représentation de la courbe des intérêts courus non échus de nos emprunts, avec les ICNE. Ce chapitre sera en diminution en 2022, en raison de l'extinction progressive de la dette ancienne souscrite à des taux oscillant entre 4,33 et 5,01,
C'est ce qu'on avait prévu quand on a fait l'emprunt en 2020. Maintenant, le slide 14. Les orientations des recettes de fonctionnement. Comme vous le savez, pour l'élaboration d'un budget, l'approche est de maximiser les dépenses, de façon cohérente, bien évidemment, afin de ne pas avoir de surprises et de minimaliser les recettes. Excusez-moi. Pour le 73, nous ne prévoyons pas d'augmentation pour le foncier bâti et le foncier non bâti et pour la fiscalité votée donc en conseil municipal à l'unanimité relative au logement vacant, elle n'apparaîtra qu'en 2023. Donc une nouvelle fois, une très bonne nouvelle, nous n'allons pas augmenter les impôts à Espira de la Glie pour la 8e année consécutive, mais elle l'était déjà avant. Mais on fait beaucoup d'investissements quand même par rapport à avant. Pour le 74, les dotations et participations, la DGF est estimée autour de 55 000 €. La dotation nationale de péréquation est projetée à 36 500 €. Nous sommes dans l'attente de la notification de l'État au moment où je vous parle. Nous devrions avoir une AC, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de 370 000 €. En convention de service pour la DVD, environ 65 000 €. Enfin, un fonds de péréquation des ressources intercommunales, le FPIC, environ 69 000 €. Pour la compensation du foncier bâti qui a augmenté significativement en fonction de la réforme de la TH, je vous rappelle que c'est avec ça que nous finançons, et surtout la part de fonction bâtie du conseil départemental. Le montant inscrit devrait correspondre au montant perdu de TH, valeur 2017. Ça, c'est vachement important de le mettre, parce qu'on a un indice qui est 2017, c'est bloqué à 2017. Donc aujourd'hui, on ne sent pas ces changements. Je vous rappelle, je vous ai dit dans les informations générales, le coefficient de neutralisation jusqu'en 2028. Ça, ce sera sur la richesse des communes. Et donc, il y a des communes qui sont riches qui devront laisser de l'argent parce qu'elles devront être représentées à la moyenne. Donc, quand on est en valeur 2017, eh bien, on peut imaginer que les impôts auraient pu augmenter. Mais ça sera toujours capé à 2017. Pour le 70, les produits de service, pas d'augmentation prévue. Pour le SJ, sauf la cantine peut-être, ça on attend donc en début d'année, c'est donc chaque année au mois de janvier. Par contre, une augmentation significative viendra de la régie du CDMS, estimée à 373 000 € pour le budget 2022. Pour le 75, produits de gestion reste stable, autour de 38 000, c'était 39 000 en 2021. Pour le 013, nous prévoyons une baisse de quasi 15 % due au traitement RH par les départs donc à la retraite de certains agents. Pour le 76, produits financiers, c'est non significatif. Pour le 77, produits exceptionnels, un montant de 127 000 €. Là-dedans, bien entendu, ça varie, mais là, il y a les subventions du CMS et des cessions d'actifs pour à peu près 30 000 €. Donc ensuite, le slide 15. On passe donc aux investissements. Donc il y a les investissements de l'année 2021 qui sont terminés. Il n'y a que les DGD. Donc je parle, c'est le centre municipal de santé et la maison intergénérationnelle. Ensuite, c'est le document général définitif. Quand vous faites un chantier, il y a des plus ou moins des moins-values, on attend le solde. Vous le savez, mais... Non, mais je vous ai répondu, c'est l'acronyme, j'ai répondu. Oui, je l'ai expliqué. Et vous pouvez le dire aussi, vous. Voilà. Je continue. Dans les principaux investissements à venir. Le centre technique municipal. Coût total de l'investissement avec l'achat du bâtiment, 437 090,83 hors taxe. Montant de la subvention notifiée, 245 401 80. J'ai bien dit notifié, donc c'est un peu plus de 50%. La réalisation des travaux dans la desserte du quartier des Mirandes. Le PUP, la voirie PUP. Celle que l'on fait actuellement sur la route de Cazes-le-Pen, pour vous situer. Le coût total des travaux, 199 670, 54. Le montant des remboursements de PMMCU, 199 670, 54. Donc ça ne coûte rien au budget communal. Et je suis sur la voirie, j'en profite pour... Parce que les questions, il y a tellement de choses que j'essaie d'être le plus précis possible. Tout à l'heure, vous avez dit, on pourrait investir sur des places, de faire des grandes voiries. Je vous entends et vous avez bien raison. Sauf qu'il y a un paramètre que vous n'avez pas entendu. C'est que, premièrement, on est capé à 170 000 € TTC
par an. Et ensuite, on peut voter un fonds de concours communal de 50% de ce montant. Donc on ne peut pas dépasser 170 divisé par 2, ça fait montant, plus 170, voilà le montant des travaux. Dans la programmation de l'année, du mandat, tous ces travaux de placettes, de rues, de trottoirs, tout ça c'est prévu de les faire. Il y avait 2 gros investissements, le PUP et la desserte. Et après, on programme là-dessus. Voilà ce qui est prévu à la communauté urbaine. Si. 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 Il est voté depuis 2017, monsieur. Le lotissement de la Mirande a été approuvé par un accès par les jardins d'Allemagne. Oui. D'accord. Oui. Les gens, je l'avais signalé, ont été barrés par une grillage. Oui, parce que c'était privé encore. Pardon. Parce que c'était de l'ordre privé encore. Les personnes. Pardon. Quand on dépose un permis de construire, il y a une continuité dans le lotissement. On ne peut pas barrer comme ça. C'est pas si les privé ou public, on ne peut pas barrer. La chaussée, elle est toujours dans le domaine public. Portez plainte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas le sujet, quoi. Le PUP a été voté par ce conseil, le conseil communautaire d'abord, et ensuite ici, en 2017. Vous n'étiez pas là encore. Enfin, vous n'étiez plus là, plutôt. Donc, la voirie PUP, 0, 199 à recette. La réalisation des travaux de contournement du lotissement, 240 000 €. Remboursement de PMCU, 240 000 €. Je continue. Les travaux de requalification du bourg-centre. Mais je vais y arriver, M. Gaillego, je les liste. Hein. Il faut suivre. Dans les travaux de requalification du bourg-centre, le coût des travaux, 1 008 000. Montant des subventions sollicitées, 500 000 €, soit donc un autofinancement de 50%. L'aménagement intérieur de la médiathèque du centre culturel et création de fonds documentaires, c'est ce dont on a voté tout à l'heure. Donc je ne parle pas du service que ça va rendre à la population et aux écoles, mais pour autant, pour l'instant, on est sur la finance, donc je m'astreins à la finance. Donc le coût de l'aménagement du fonds documentaire, 541 000 €. Montant des subventions, 320 180,21 €, de la subvention sollicitée de 59%. Ensuite, les travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Le coût des travaux, 329 727 75. On a été la première commune dans le département à obtenir la subvention. Elle est notifiée 164 884 €, soit 50% de subvention. Ensuite, les objectifs poursuivis donc pour le schéma donc, sylvicole de requalification de nos forêts communales, privées et forêts privées, puisqu'on monterait une association après derrière. La maîtrise d'œuvre, 31 448. La subvention sollicitée, mais on sait qu'on l'a, je vous le dis, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire notifiée, puisqu'on n'a pas reçu la notification. Mais elle est de 79%, 25 158 pour la maîtrise d'œuvre. L'opération de relamping, c'est-à-dire, je dis ça pour vous, Madame Ferreira, parce que vous n'étiez pas là, mais c'est les dossiers qu'on suit depuis un moment. On a la volonté, c'était dans notre programme, donc on est sur un éclairage qui nous coûte cher, en charge de fonctionnement. On va passer sur de l'éclairage LED et avec des armoires donc remises en conformité, bien évidemment, et pilotées. Donc le coût, c'est 320 000 €. La subvention sollicitée de 160 000 €, soit une subvention de 50%. Voilà, donc je pense que j'ai fait. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Des questions? Je continue? Allez, je continue. Donc, nous allons passer au budget annexe. Les budgets annexes, donc, là, le commerçant. Les résultats de 2021 qui font apparaître en fonctionnement un excédent de 27 738,95. Slide 19. En section d'investissement, un solde de moins 314 070 73, donc un besoin de financement de 224 070 73, une fois traité, ce solde de fonctionnement des 27 000 €. Les perspectives pour 2022 prévoient en section de fonctionnement à l'équilibre à 45 459 et en investissement à 347,11. Donc il n'y a aucune modification notoire, si ce n'est une prévision de dépenses à l'investissement de 20 000 €. Ensuite, donc, un slide
du prêt de 200 000 euros, une présentation de projection de la dette qui est remboursée par la redevance payée par les commerçants, qui permet d'identifier la dégressivité à fin de mandat. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Gallego. Attendez, monsieur. Allez-y. Donc là, je vais être un peu plus à l'aise parce que c'est un peu de ma partie. Vous avez donc décidé un jour de faire les halles, très bien, c'est magnifique, pas de souci. Merci. Et donc ces halles, elles fonctionnent, elles sont terminées, les artisans ont dû tous encaisser, bien sûr, je suppose. Et il s'avère qu'on a un déficit de 314 000 euros. C'est-à-dire qu'on a un trou... Non. Si, parce que les 90 000 de subventions ne sont pas encore arrivés. En trésorerie, vous parlez. Alors, Pardon? vous parlez de trésorerie, là. Là, on parle de comptabilité, monsieur. Non, mais je vous dis qu'il y a un déficit de 314 000 euros. Non. De combien alors? Il manque en trésorerie la subvention des 90 000 euros. Mais par contre, l'opération, vous l'avez. Donc, le déficit, il est de 224 070 73. Mais vous me prenez pour un imbécile, là. Actuellement, il y a un déficit de 314 000 euros. Non, monsieur. Non, mais d'accord, mais... Il faut mettre les recettes aussi de l'autre côté. Pourquoi? Oui, mais les recettes, elles sont peanuts. Mais il y a l'excédent de fonctionnement, monsieur. Pardon? Il y a l'excédent de fonctionnement. Mais vous avez eu le montant de l'excédent de fonctionnement? 27 000 euros. Combien? 27 000 euros. Par rapport aux 300 et quelques mille euros, il y a une sacrée différence. Il manque la subvention du leader. 90 000 euros. Oui. C'est ça. Donc, on attend la subvention. C'est pour ça des subventions, parfois hypothétiques, elles vont tomber, Elles ne sont j'espère. pas hypothétiques, monsieur. J'espère que ça va venir. Mais Bon, mais pour l'instant, elles ne sont pas arrivées. Donc, c'est de l'argent C'est qu'on un a. problème de trésorerie. C'est d'un point d'argent qu'on a dépensé et que maintenant, il y a un trou. Si je dépense plus que je n'ai, j'ai un trou quelque part. Oui. D'accord. Donc, Oui. pour cela, et je pose la question parce que je ne me rappelle pas bien, Oui. le prêt de 200 000 euros, Oui. il a été conçu quand? Parce que personne, je pense ici, Au mandat précédent. je pense que personne ici, de nouveau, Mais parce que vous regardez- savait qu'on avait un... Mais vous ne regardez pas les comptes, monsieur. Comment? Si vous ne regardez pas les comptes, ça affiché tous les ans. Oui, ça affiché, oui. Donc, Ben oui. là, je ne l'ai pas demandé, je ne vais pas le demander parce que je ne veux pas être... c'est pas mon problème, c'est pas... Les gens ici ne savaient pas qu'on avait un prêt, on avait fait un prêt de 200 000 De euros. mon équipe, tout le monde. D'accord, très bien. Eh bien, c'est très bien. Après, nous présentons les comptes où il y a le prêt de 200 000 euros. C'est à vous de Mais dire. comme ce prêt est sur un budget annexe, il passe pratiquement inaperçu. Jamais. Non, on présente les comptes comme le budget principal, on met tout. Et vous Eh avez bien, tout. c'est la première fois, la dernière fois qu'on en a parlé, voilà. je n'ai pas vu apparaître ce truc. Hein. Donc, Mais c'était noyé. l'emprunt, monsieur, c'est un moyen de financement. Donc, ça compte pas là-dedans. donc, je reviens à mon truc. Les 300 000 euros ou les 224 000 euros, ils vont être remboursés suivant cette La dette, oui. La dette, comme Vous avez- ça. vous avez Donc, l'encours, vous voyez, en comme 2026, on aura l'encours de la encore de l'argent qu'on devra. Hein. Et donc, c'est pas parce qu'on va gagner sur les revenus des halles. Les revenus des halles se montent à 27 000 euros. L'excédent, pas le revenu, l'excédent. L'excédent, pardon, excusez-moi. L'excédent. Donc, tous les ans, il y aura 27 000 euros qui vont rembourser Ou les peut-être 200. Voilà. d'autres locataires qui viendront, on ne sait pas. Mais Donc, aujourd'hui, donc, à la photo de C'est là où je me pose la question, comment on peut faire un bâtiment Oui. sans avoir l'argent, parce qu'on n'a pas l'argent. Écoutez, je vais vous dire, je vais faire quelque chose de très simple. Aujourd'hui, par exemple, les écoles. Vous parliez tout à l'heure du parallèle école privée, tout ça. Bon, je l'entends. Hein. Je suis moi-même laïque. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour autant, les écoles, ça coûte 200 000 euros. Et s'il faut faire des travaux dedans, on les fait. Aujourd'hui, donc nous, c'est un service qu'on a mené à la population, qui aujourd'hui, c'est un service qui rapporte l'argent. Alors chaque année, la première fois, et maintenant la deuxième fois, vous parlez des budgets annexes. Et vous parlez du manque de transparence. Je pense que c'est plutôt un manque de compréhension, je m'en excuse, et je vais dire pourquoi. Parce qu'en 2019, si on avait souhaité que ces budgets annexes n'existent pas, on votait une subvention d'équilibre et c'était terminé. Vous aurez tout dans le budget primitif, vous ne saurez rien. Mais vous allez la On n'a rien à voter. cacher, donc. Mais vous allez la voter, là, c'est marqué là. Subvention d'investissement, vous allez la voter, le truc d'équilibre. C'est marqué sur Mais votre... par le budget, il faut bien équilibrer les Ah, choses, monsieur. Voilà, c'est un équilibre. Mais on ne la vote pas. Si on la vote fictif. quand on la sort, vous ne la voyez pas, monsieur. C'est l'écriture d'ordre, ça. Ah ouais, voilà. C'est là où je C'est veux en venir. l'écriture d'ordre, monsieur. Vous C'est- ne comprenez pour nous, simples pas. citoyens, Et moi, c'est sincèrement, incompréhensible. j'ai envie de vous expliquer, mais si vous n'écoutez pas, ça ne sert à rien. Vous restez sur votre raisonnement, je Non, l'entends. non, non. Mais Bon, on continue. cette subvention de la mairie, vous l'avez prévue
C'est hypothétique. Non, elle est notifiée, monsieur, c'est pas hypothétique. Donc vous allez la hypothétique, sortir c'est notifié. Vous allez la sortir du budget. C'est un problème de trésorerie. Je continue. Ensuite, nous arrivons donc au budget annexe des amandiers. Je rappelle qu'il s'agit d'une comptabilité de stock. Donc, bien évidemment, au moment où ça a commencé, au moment où vous avez les chiffres, qui ne sont que des écritures d'ordre, c'est une comptabilité de stock. Je rappelle qu'aujourd'hui, sur ce budget, nous avons donc, nous avions 18 lots à l'origine, il n'en reste qu'un. Donc, en stock, vous n'avez qu'une parcelle sur les 18, pour faire simple. Dont les résultats cumulés en 2021 affichent en recettes 97 144,46 et en dépenses 145 792,94. Il reste une parcelle, la numéro 15, à vendre pour 51 000 euros. Donc, si on prend ces 51 000 euros avec donc, les recettes qui sont et les dépenses qui restent, on doit être autour de 2 000 euros de bénéfices. Je n'en suis même pas sûr parce que quand on a traité la TVA, je ne sais pas ce qui restera. Par contre, ce qui est important de comprendre, et là, M. Banet, je vous invite à intervenir parce que vous êtes intervenu, c'était pas... Non, mais ce n'était pas la question la dernière fois, vous êtes intervenu, mais il vous manquait quelque chose d'évident. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous apporter de l'eau à votre moulin parce que vous aviez presque la solution. Vous avez donné un montant. Il manque 500 000 euros, vous avez dit. C'est dans le compte rendu du conseil municipal. Et donc, je vous rappelle, le courrier que j'ai envoyé à M. Gallego pour la même expression lors du vote du budget donc de l'année dernière, où j'ai envoyé un courrier. Apparemment, il ne vous l'a pas fait suivre. Pour rappel, le terrain d'assiette du lotissement a été cédé au budget annexe pour un montant de 624 325, soit une marge enregistrée, parce qu'on prend la valeur vénale, et ensuite donc, la différence. Il reste une marge de 545 980,12 qui sont dans nos comptes sur le budget principal. Voilà. Mais monsieur, donnez-leur. C'est dans le budget principal. Écoutez, monsieur, écoutez. Non, monsieur. Non, je ne sais pas tous les chiffres, non. Mais et vous croyez qu'on a les excédents comment, en fin d'année? Ils sortent d'où? C'est le magicien, on a gagné au loto? Non. Mais vous savez que c'est la comptabilité, comme l'année dernière, vous n'avez pas voté le compte de gestion du trésorier, il s'en souviendra. On est obligé d'avoir le compte de gestion et le compte administratif qui se racole au centime d'euro près. Et vous nous parlez donc que les comptes sont faux. Arrêtez avec ça, c'est ridicule. Bon, enfin, moi je vous donne les éléments, après vous ferez ce que vous voudrez. Alors ensuite, les portes de la grille. Je rappelle de nouveau, c'est important ça, il faut entendre les choses, qu'il s'agit d'une comptabilité de stock. Donc ce lotissement, il a démarré, donc il avait 15 lots, pas 18. Donc les résultats cumulés en 2021 affichent en recettes 523 013,18 et en dépenses 784 533,33. Il reste 5 lots à vendre pour un montant de 368 540. En 2022, 4 sont sous compromis de la fin d'année et seront sous acte authentique très rapidement. Je crois que j'ai un rendez-vous déjà pour une parcelle la semaine prochaine chez le notaire. Restera la parcelle numéro 10, prévue pour accueillir soit du social, soit du paramédical. Pour rappel, le terrain d'assiette du lotissement a été acheté par le budget annexe avec une marge pour la commune de 171 582. Donc ensuite, quand on fera la vente des parcelles restantes, qu'on rapprochera donc à la charge qui, elle, ne va pas évoluer, on aura donc autour de 250 000, 270 000 euros de marge au total. Par contre, ce qu'il faut comprendre et qu'on a rentré dans ce budget, c'est que quand on fait un lotissement, et je sais que j'ai des experts devant moi, quand on fait des lotissements, il y a ce que l'on appelle le terrain d'assiette, et ensuite donc il y a la partie des communs, c'est-à-dire les espaces verts et les voiries. Et donc, bien entendu, la partie des communs et des voiries, on ne la met pas dans le prix de vente de terrain affiché, mais on en tient compte parce que le coût du terrain, voilà. Donc, en principe, on a des ratios. On dit 30% pour les parties communes, si à ça, on devrait être 70 à vendre. Et donc, on tient compte des coûts de travaux pour déterminer le prix de vente. Et par rapport à cela, donc, ce qui n'était pas dans le lotissement au départ, c'est qu'on a fait la voirie et les espaces verts du lotissement concerné. Et nous avons fait deux choses de plus. Une antenne qui sert pour les services de sécurité pour le stade.
surtout, on a fait donc un maillage avec la UPN, en fait, en voirie et éclairage public, toutes ces choses-là qui n'existaient pas. Donc le coût des travaux n'était pas plus, ça diminuait légèrement la marge. En termes de service à la personne, je ne dis pas le service que ça. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je pense que j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Donc, je constate donc, et vous avec moi, que le débat a eu lieu. Il n'y a pas de vote là-dessus, c'est juste de prendre acte que le débat a eu lieu. Et donc, avant de terminer, parce que j'ai quelque chose de notre annoncer, c'est important. Lors du dernier conseil municipal, M. Belleau, vous êtes intervenu sur le dossier numéro 12, relatif au sous-ciel privé que je proposais de passer avec l'aide pour l'installation de nouveaux clients sur notre zone économique, le terrain commun. À cette occasion, pour étayer vos dires, vous allez en avant et donner lecture d'un dossier qui devait être débattu en séance du bureau des maires à PMM 5 jours après. Je me posais la question légitime, comment avez-vous eu ce dossier? Il est destiné normalement qu'aux collectivités donc, et aux maires. Vos propos aujourd'hui, je les qualifie. Moi, je pense que. Vos propos aujourd'hui, laissez-moi terminer. On les reçoit à la maison, on les reçoit ces dossiers. Donc je l'ai lu sur mon ordinateur. 5 jours avant. Oui, oui. Donc je peux en faire ce que je veux. Non, laissez-moi terminer. Vos propos aujourd'hui, je les qualifie de mensongers. Parce que vous disiez, soi-disant, dans le rapport du projet, il n'a jamais été avancé que Roussillon-Roubaix, ça n'est pas dans le rapport, serait de ce tour de table. C'est ce que vous avez dit, c'est enregistré dans le compte rendu du conseil municipal. Comme vous l'avez affirmé. Je constate que rien de tel n'est écrit en ce sens, alors pourquoi mentir? Je fais comme vous. Ce n'est pas une question, mais une affirmation de ma part, et je vais vous dire pourquoi. Vous avez un roman là ou quoi? Ne vous inquiétez pas. Premièrement, j'ai effectivement parlé de Roussillon-Roubaix. Philippe Fourcade, le maire d'Esplanade-la-Vie, a parlé de Roussillon-Roubaix lors d'une séance de travail. Donc, en fait, une fois de plus, vous êtes allé à la pêche de l'information, et soit vous n'avez pas compris, soit la personne qui vous a transmis les faux a mal entendu que c'est des accidents. D'ailleurs, M. Belleau, lors de la séance du bureau des maires de vendredi dernier, le président de PMM est intervenu pour le même sujet en disant, ça me rappelle aussi que c'était, il est fort désagréable de constater que certains élus ne respectent pas leur devoir de réserve en donnant des informations sur un dossier qui n'est pas encore débattu par l'Assemblée délibérante. Pour moi, c'est honteux. Ce n'est pas respectueux en tout cas de vos collègues. J'ai retrouvé une connotation plus qu'édifiante avec l'affaire que je viens de citer. Aussi, M. Belleau, je sais pourquoi, je sais aujourd'hui qui vous informe, car il était le dossier avant le débat. Pour conclure, lors des élections municipales de 2020, j'avais été surpris, mais vraiment surpris, avec tous les membres de votre équipe, de votre alliance que je pourrais qualifier de pax de circonstance avec le Rassemblement national. Puisque vous avez accepté leur soutien, aujourd'hui, compte tenu du fait avéré concernant que je viens de citer. Vous avez voulu la séance le conseil municipal est terminé. Je vous remercie. Bonne soirée.